activités entrant dans le cadre de la commémoration de la fête de l'armée se poursuivent. Des cérémonies de baptême de caserne ont lieu aujourd'hui. Ce matin, le président du Faso était présent au baptême du camp 71-78 devenu camp général Babassi. La filière gomme arabique connaît des difficultés sur le marché et pourtant le Burkina Faso dispose abondamment de cette matière. Quelle stratégie faut-il adopter pour valoriser la filière? La question est au centre d'une rencontre qui se tient à Ouagadougou. Voilà pour le sommet de cette édition. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre. Cela dit, le camp 1178 porte désormais le nom du général Babassi. Babassi a été l'un des pionniers de l'armée voltaïque en donnant son nom à une caserne. L'espoir est que son exemple et son courage inspirent les présentes et futures générations de militaires burkinabés. Le baptême de ce camp a eu lieu ce matin en présence du président du Faso, Salifou Belem, Kwame Bama, Viviane Sendrebego. Le 15 octobre 2015, cela aurait fait 54 ans que le général Babassi est entré dans l'armée voltaïque. Décédé le 19 avril 1997, il a servi l'armée française pendant 22 ans et l'armée voltaïque 18 ans. De soldat deuxième classe, Babassi a terminé sa carrière comme général de corps d'armée, un grade qu'il a obtenu en 1978, l'année où le régiment d'artillerie a pris service dans ce camp qui porte désormais son nom. C'est quelqu'un qui a été un grand patriote. C'est quelqu'un qui a aimé beaucoup son pays. Voyez-vous, ils auraient pu rester dans l'armée française. Ils étaient nettement plus rétribués. Et pour le chef d'état-major général des armées, le général Babassi doit inspirer les générations actuelles et futures de militaires puisqu'il a incarné au mieux le courage, la loyauté, l'honneur et la dignité, des valeurs qui devraient toujours prévaloir au sein de l'armée. Je suis content que dans la phase de la cohésion et de l'unité de notre armée, ses premiers chefs aient estimé qu'il est nécessaire qu'ils se réconcilient avec leur propre histoire en mettant en avant l'exemplarité de leurs aînés. Maintenant, à titre personnel, n'importe qui dans ma situation est suffisamment ému et content. Le camp général Babassi est situé au pied de l'échangeur de Ouaga 2000, à sa sortie vers la route de Pau. Revenons sur le Conseil des ministres d'hier mercredi. Une des décisions prises à ce Conseil est la reprise des concours de la fonction publique concernés par les fraudes. Cette décision du gouvernement fait suite au verdict de la justice dans l'affaire des fraudes au concours. Des précisions avec Jean-Eudes Bayala et Ernest Kambiri. Les concours de la fonction publique session de 2015 concernés par les fraudes seront bientôt repris. Le gouvernement a décidé de tirer les conséquences de la décision de justice. Décision de justice qui condamne les présumés fraudeurs et leurs complices. Le Conseil des ministres a décidé donc de l'annulation pure et simple et de la reprise très prochaine de ces concours. Ça veut dire qu'à partir du moment où il est admis que certains concours sont entachés de fraude, et à partir du moment où nous avons la certitude que ceux qui ont été condamnés, c'est seulement ceux qui ont été dénoncés, nous devons en tirer les conséquences, à savoir annuler les concours qui sont concernés. Nous allons donner plus de détails en ce qui concerne les concours qui sont concernés dans les jours à venir. Pour le ministre en charge du dossier, la procédure sera immédiatement lancée à cet effet et les différentes dates de reprise seront communiquées incessamment aux différents candidats. Le Conseil des ministres a par ailleurs décidé, pour le compte du ministère en charge de la communication, de la création des fonds d'appui à la presse privée en fonds d'État et de l'approbation des statuts particuliers du fonds d'appui à la presse. C'est un fonds qui est très important et qui permettra donc de consolider et puis de structurer l'appui en tant que tel que l'État apporte à la presse privée et pour lui permettre de remplir sa fonction de service public. Selon le ministre en charge du dossier, des mesures sont prises sur la base des simulations faites par les différents acteurs impliqués pour les différentes dotations par organe.
Et puis, les Burkinabés sont désormais fixés sur le début de la campagne électorale. On apprend que la campagne électorale démarre le 8 novembre prochain pour la présidentielle et le 14 novembre pour les législatives. 2 décrets sur la campagne électorale ont été adoptés au Conseil des ministres d'hier. Des précisions toujours avec Jean-Eudes Bayala et Ernest Akambiri. Le 8 novembre prochain, à partir de 0h et ce jusqu'au 27 novembre prochain, les partis politiques et les différents candidats à l'élection du président du Faso peuvent aller à la conquête de l'électorat burkinabé. Il en est de même pour les candidats aux élections législatives qui sont, eux, autorisés à parcourir le Burkina Faso pour expliquer leur projet de société aux électeurs. Pour l'élection du président du Faso, cette campagne est ouverte à partir du 8 novembre à 0h et elle se clôt le 27 à 24h. Pour les élections législatives, l'ouverture c'est le 14 novembre à 0h et la clôture c'est le 27 novembre à 24h. Par ailleurs, le Conseil des ministres a adopté un décret portant modalité d'utilisation de la subvention publique des activités politiques de campagne électorale et hors campagne électorale. C'est une subvention que l'État donne en appui avec ce que le parti lui-même a pu réunir. Ça c'est un. Et de deux, l'appui, le montant que l'État donne, c'est en fonction aussi de ses réalités économiques. Dans le contexte actuel de transition où tout le monde sait qu'il y a des difficultés, bon, c'est ce que l'État a pu donner. Et compte tenu du nombre de candidats qui a augmenté au niveau des présidentielles comme au niveau des législatives, on a ajouté 300 millions. Donc ça fait 1,3 milliard. 1,3 milliard de francs CFA prévus essentiellement, selon le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, pour soutenir les partis ou regroupements d'indépendants qui sont autorisés à battre campagne. Et cette campagne électorale qui va se dérouler sur toute l'étendue du territoire a besoin d'être sécurisée. Des mesures sécuritaires ont été prises en Conseil des ministres. Il ressort que des dispositions sont prises pour sécuriser la campagne électorale et permettre la bonne tenue du scrutin le 29 novembre prochain. C'est l'assurance donnée par le ministre de la Sécurité à l'issue de ce Conseil des ministres. On l'écoute au micro de Jean-Eudes Bayala et Ernest Akambiri. Je peux vous assurer d'une chose. Toutes les forces de défense et de sécurité, au regard de la période sensible qui s'amène, au regard du risque sécuritaire que nous avons, parce que tout autour de chez nous, vous entendez des explosions tous les jours, bien entendu, nous avons pris toutes les mesures qu'il faut. Nos frontières sont sécurisées. À l'intérieur, nos forces de sécurité sont mobilisées pour que les Burkinabés, le 29, aillent voter s'ils le veulent. Nous allons mettre en alerte toutes nos troupes et toutes nos forces de défense, toutes les caravanes qui vont devoir se déplacer avec les leaders de partis politiques vont être protégés et encadrés pour que rien n'arrive au soir du 29 novembre. Autre point de l'actualité, un projet sur l'intégration de la résilience climatique à la production agricole et pastorale a été lancé ce matin même à Ouagadougou. Son objectif est de renforcer la capacité des secteurs agricoles et pastoral burkinabés à faire face au changement climatique. Le projet sera piloté par le ministère en charge de l'agriculture, Mamadou Dabiré et M. Solange Guigma. D'un montant global de 2,223 milliards de francs CFA, le projet Intégration de la résilience climatique à la production agricole et pastorale vise à inscrire dans les programmes et initiatives de développement agricole des pratiques et des stratégies d'adaptation au changement climatique. Il n'est pas suffisant aujourd'hui de maîtriser la production. Vous pouvez produire et quand il arrive des aléas climatiques, vous perdez toute la production. Donc, en dehors des techniques culturelles, en dehors de toutes les technologies qui permettent d'augmenter la production, on va intégrer dans ce programme la résilience climatique. Qu'est-ce qu'il faut faire face aux nouveaux défis du changement climatique? C'est ça la nouveauté dans ce projet. C'est par le biais des champs-écoles des producteurs que le projet compte promouvoir les technologies d'adaptation permettant de réduire la vulnérabilité des producteurs aux impacts défavorables des changements climatiques. Ce projet va apporter donc des innovations en matière donc, de productivité, d'équipement et de savoir-faire. Les producteurs auront acquis de nouvelles techniques et surtout de nouveaux savoirs à même de booster leur production au niveau de leurs champs traditionnels.
D'une durée de 4 ans, le projet va couvrir les régions du centre-ouest, du centre-nord, de l'est et du Sahel. Il est rendu possible grâce à l'appui technique et financier du Fonds pour l'environnement mondial et de la FAO. La gomme arabique est une matière dont dispose le Burkina Faso, mais elle n'est pas suffisamment valorisée. Cette situation est due à l'absence de normes et de codes de bonne conduite. Depuis la production jusqu'à la commercialisation de ce produit, le constat est de l'Agence burkinabé de normalisation, de la métrologie et de la qualité. Elle a initié une rencontre à Ouagadougou dans le but d'identifier les stratégies de valorisation de la gomme arabique. Nongba Kouda et Yola Lompo. Des acteurs de la filière gomme arabique à nouveau réunis dans la capitale burkinabé. Cette fois-ci, ils veulent parler de la normalisation de cette matière première utilisée dans la teinture, le textile, les cosmétiques, l'industrie pharmaceutique et dans l'agroalimentaire pour la stabilisation des jus. L'élaboration de cette norme va permettre l'amélioration de la qualité de la gomme arabique et aussi l'accroissement de la compétitivité de ce produit face à la concurrence. Cette norme vise également à protéger la santé des consommateurs. Le Soudan, le Tchad et le Mali sont les plus grands exportateurs de gomme arabique en Afrique. Le Burkina Faso qui tient la queue, malgré l'existence de peuplement de cette espèce dans les régions du Sahel, de l'Est, du Nord, du Centre-Nord, du Plateau central et de la boucle du Moun, veut changer la donne. On a un potentiel disponible sur le pied d'environ 1500 à 4500 tonnes de gomme arabique. Alors sur le plan économique, la plupart donc, de la production qui tourne actuellement autour de 600 à 700 tonnes exportées. Donc ce qui ramène donc de la valeur ajoutée donc aux producteurs et aux commerçants exportateurs évalués donc à une vingtaine donc, de millions, voire une trentaine donc, de millions par an. Une fois élaborée et mise en application, la normalisation de la gomme arabique devra servir les intérêts de toute la communauté. Parlons de religion dans ce journal. Depuis hier, il se tient à Ouagadougou la conférence internationale des serviteurs et servantes du Christ. Cet événement religieux est à sa 9e édition. La cérémonie d'ouverture de cette conférence a connu la participation de nombreuses personnalités, dont le président du Faso, Michel Kafando. Le reportage de Mokhtar Ouedraogo et Claudine Bikaba. 1995-2015, la conférence internationale de Ouagadougou, devenue conférence internationale des serviteurs et servantes du Christ de Ouagadougou, CISCO, a 20 ans. Un 20e anniversaire qui marque la 9e édition de cet événement, devenu bisannuel à partir de 2001. Cette rencontre aura au cœur des échanges, lève-toi, brille et répand la gloire de Dieu sur la terre. Nous avons trop tardé, nous sommes trop couchés, nous sommes trop assis. Le temps est venu de nous secouer un peu, de sortir de nos torpeurs, de secouer nos pensées traditionnalistes et nos mentalités de pauvreté pour réaliser que nous sommes des hommes complets comme les autres, remplis de potentialités, remplis de vision et que nous n'avons rien à envier aux autres nations. Donc c'est pourquoi pendant cette semaine-là, les anciens, les jeunes qui seront là, je vais les enseigner, les éduquer, les encourager à entrer dans cette vision. L'ouverture de la CISCO est marquée par le discours du fondateur Philippe Karambiri et celui du président du Faso Michel Kafando, qui a rappelé à ses participants venus de 16 pays d'horizons divers que Dieu est amour, mais il est aussi justice. Il a d'ailleurs reçu un certificat d'honneur du fondateur qui le lui a décerné pour son humilité, sa sagesse, son sens élevé de la responsabilité et pour son courage. Cette édition prendra fin le 31 octobre. À Bobo-Dioulasso, des artistes soutiennent l'organisation du concert dénommé Concert du siècle avec des artistes de coupé décalé. Il est prévu à ce concert la participation des artistes DJ Arafat, Serge Beno et de Bordeaux de la Côte d'Ivoire. Ce soutien est une réponse à un autre groupe d'artistes hostiles à la tenue de ce concert. Les artistes favorables à la tenue de ce concert ont animé une conférence de presse le mardi dernier pour expliquer leur position. Lamine Karantao et Moussa Sano.
Le concert du siècle avec les monstres sacrés du coupé décalé est depuis quelques jours sujet de vives polémiques. Certains regroupements d'artistes, de managers et de promoteurs culturels s'opposent à la tenue de ces concerts. Pour ces acteurs culturels de Bobo Dioulasso, organisateurs de cette conférence de presse, il est vrai qu'au départ, on ne percevait pas la participation des artistes burkinabés à travers les affiches dédiées au concert. Une dernière revendication des frondeurs qui demande à Bitel Communication de leur montrer le contrat de prestation des artistes burkinabés qui doivent prendre part au concert. En réalité, si l'article 11 du Code de l'entrepreneur de spectacle vivant oblige le promoteur à associer des artistes locaux, aucun texte, aucune loi par contre, ne l'oblige à présenter ces artistes sur les affiches. Ces acteurs culturels de Bobo Dioulasso lancent un appel au groupe de frondeurs à revenir à de meilleurs sentiments. Pour eux, le boycott ou l'annulation du concert ne donne pas une bonne image du Burkina à l'étranger. Aussi, nous interpellons le ministère de la Culture à sortir de sa torpeur et de son silence pour trancher cette histoire en rappelant les frondeurs à l'ordre. Notre problème ici était de savoir si Bitel Communication est en règle vis-à-vis de la loi. Alors, comme tel est le cas, il n'y a pas de raison que le ministère de la Culture puisse adopter une telle attitude. Le concert avec les monstres sacrés du coupé décalé est prévu pour les 6 et 7 novembre prochains à Bobo Dioulasso et à Ouagadougou. Initialement prévu pour les 19 et 20 septembre dans ces deux villes, il avait été reporté par Bitel Communication à la suite du coup d'État du 16 septembre dernier. En actualité hors de chez nous, nous évoquons la crise des migrants en Europe. La tension monte entre les pays de l'Union européenne concernés par cette crise migratoire. Après l'Autriche, la Slovénie menace de verrouiller sa frontière pour mieux réguler les entrées sur son territoire. Depuis le 17 octobre dernier, près de 90 000 migrants ont transité par ce petit pays de l'Union européenne. 3 jours après le sommet d'urgence sur la crise migratoire, le flux ininterrompu de réfugiés continue d'attiser les tensions entre les pays européens les plus exposés. Après l'Autriche, c'est désormais la Slovénie qui menace de verrouiller partiellement sa frontière et de manière unilatérale afin de mieux réguler les entrées sur son territoire. Permettez-moi de vous dire une fois de plus que la Slovénie ne veut pas voir de mur entre les pays européens. Mais si la Slovénie y était forcée, nous serions prêts demain à ériger des obstacles appropriés à la frontière croate pour diriger les migrants vers des points de passage et rendre la situation plus gérable. En attendant et conformément aux engagements pris dimanche à Bruxelles, des policiers allemands sont arrivés mercredi en renfort en Slovénie. Une urgence, près de 90 000 migrants ont transité par ce petit pays de l'Union européenne depuis le 17 octobre. Face à la situation actuelle, nous devons unir nos forces. À Bruxelles, nous avons adopté une liste de 17 points qu'il faut maintenant mettre en œuvre. Voilà pourquoi les premiers policiers sont arrivés aujourd'hui et que des renforts viendront bientôt d'autres pays européens afin d'améliorer la sécurité. Coordonner le transit des migrants, favoriser l'échange d'informations entre les États, tout en sécurisant au plus vite les frontières internes de l'Union. Le compte à rebours a commencé, faute de quoi c'est l'espace Schengen de libre circulation qui pourrait bien imploser. Revenons chez nous pour voir ce que disent les quotidiens de ce jeudi. Les effets du putsch manqué et les nominations en Conseil des ministres alimentent les colonnes des journaux. En page internationale, c'est l'élection de Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire qui suscite des réactions dans les parutions du jour. Jacques Lamissa Tarpaga. Et on reparle du coup d'État du général Djendjéré, mis en échec dans les parutions de ce jeudi. Le pays nous explique comment Gilbert Djendjéré a sauvé sa peau. Dans une grande interview, le médecin commandant Jean-Baptiste Ouedraogo donne des précisions. Il reconnaît avoir aidé le général à quitter le camp Nabakom 2 pour l'annonciature pour éviter un bain de sang. Pendant 1 heure, je tente de le faire fléchir, mais il persiste et reste déterminé à combattre jusqu'au bout, déclare M. Ouedraogo. Sur la vie nationale, l'ancien président affirme avoir l'impression que les hommes politiques ne tirent pas suffisamment leçon du passé, qu'il soit récent ou lointain. Sur le même sujet, c'est l'ambassadeur du Danemark qui s'exprime lui aussi dans une interview, mais cette fois dans l'Observateur Palga. Nous avons plus que jamais confiance au peuple burkinabé. Ce n'est certainement pas le premier coup d'État, mais nous espérons que ce soit le dernier, a-t-il dit. Et la suite de ce coup d'État, on le sait, est marquée par des arrestations. Fatou Djendjéré, l'épouse du général, est en exil au Togo. Un mandat d'arrêt est lancé à son encontre.
Aujourd'hui au Faso nous apprend qu'aux dernières nouvelles, Lomé refuserait d'extrader Fatou Diendéré. S'agissant de la conduite de la transition, Notre Temps consacre son édito aux nominations en Conseil des ministres. Le journal se demande s'il s'agit vraiment de nominations pour nécessité de service. Entre le 9 et le 22 octobre, 163 personnes sont nommées, précise Notre Temps, qui pense d'ailleurs que cette situation n'a d'explication qu'un futile partage du gâteau entre amis. Pour terminer, élection en Côte d'Ivoire, 83,66% pour Ado, c'est quand même un peu gênant, estime l'observateur Palga. Le quotidien écrit qu'un tel raz-de-marée est la preuve qu'il n'y a plus d'opposition digne en Iburni, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire. L'Obs poursuit par cette remarque: à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, et c'est ce qui s'est malheureusement passé au royaume d'Ado. Pour le pays, Ado se trouve entre deux précipices: la réconciliation nationale en mettant fin à la justice des vainqueurs et le retour d'ascenseur qu'il doit au PDCI qui le soutient depuis 2010. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.